Électricité animale ou électricité chimique? Dans cette vidéo, nous allons parler des origines de l'électrophysiologie. Qu'est-ce que l'électricité animale? C'est l'italien Luigi Galvani qui a formulé en 1783 l'hypothèse que les forces dans le mouvement musculaire étaient d'origine électrique. Et cette idée va être vivement controversée par un autre physicien italien, Volta. De ce débat va naître un nouveau type d'électricité, cela va être l'électricité chimique. Nous allons voir dans cette vidéo le concept de la pile de Volta. Volta a inventé la notion de différence de potentiel. Cela va être aussi une révolution qui va nous entraîner dans l'âge de l'électricité, les moteurs et toute la révolution industrielle qui s'ensuivit. Mais c'est aussi l'avènement d'autres sciences comme l'électrochimie. Et c'est grâce à cette avancée en électrocinétique que l'on a pu mesurer les variations de potentiel électrique des cellules. Et cela va être à la base d'une nouvelle discipline en 1930, les neurosciences. Voici une représentation de l'époque du laboratoire de Galvani. Vous retrouvez la bouteille de Leyden, l'ancêtre du condensateur, ou la machine à frotter électrostatique que nous avons déjà vue dans le cours. On avait déjà observé avant lui que l'on pince mécaniquement un nerf, ou alors lorsque l'électricité est directement appliquée au nerf, cela entraîne des vives contractions des muscles. L'observation de Galvani vient que les muscles se contractent aussi lorsque des décharges électriques se produisent à distance, sans contact direct, par exemple du fait de la foudre. Il est aussi à l'origine d'une expérience cruciale. Il mit en contact le muscle avec une plaque de zinc et un fil de cuivre qui fait contact entre le zinc et le cuivre. Et il observa ici une contraction musculaire sans aucune électricité artificielle, ou alors sans excitation étrangère. Alors, à partir de ces expériences, il a émis des hypothèses. C'est le cerveau qui doit générer de l'électricité. Et le muscle et le nerf se comportent comme deux pôles d'une bouteille de Leyden, c'est-à-dire comme une capacité, un condensateur. Et le mouvement est alors provoqué par la décharge du condensateur. Galvani est alors considéré comme le père de l'électrophysiologie. À l'électricité issue du frottement, que l'on connaissait déjà, Galvani va ajouter une autre source d'électricité, c'est une électricité qu'il a appelée l'électricité animale. Mais les expériences de Galvani vont être contestées par un autre physicien italien, nous en avons déjà parlé, Alessandro Volta. Volta ne conçoit pas une origine animale de l'électricité. Il considère en fait que les jambes de la grenouille s'écartent comme un électromètre lorsqu'on approche une charge électrique. Pour Volta, ce sont les nerfs qui sont excités par l'électricité et pas les muscles. Et il le démontrera par une expérience célèbre avec sa propre langue. Il place un petit morceau d'étain sur la pointe de sa langue et il maintient la partie creuse d'une cuillère d'argent sur la surface supérieure de sa langue. La queue de la cuillère est alors au contact de l'étain. On aurait pu s'attendre à voir trembler le muscle de sa langue, mais au contraire, Volta ressentit juste un goût aigre au bout de sa langue, une amertume. Il avait touché en fait un nerf responsable du goût. Mais l'expérience de l'arc bimétallique zinc-cuivre de Galvani donna à Volta une autre idée qui aura beaucoup plus d'influence. Alors Volta prit une plaque circulaire de zinc qui sera le pôle négatif et une plaque de cuivre ou d'argent qui constituera le pôle positif. Les deux disques sont séparés par un tissu imprégné de saumure, c'est-à-dire d'une solution d'eau salée, de l'eau, des ions Na+, des ions Cl-. On va nommer cette solution l'électrolyte. Et il relie la plaque de zinc avec la plaque de cuivre par un fil métallique. Alors, que se passe-t-il? En fait, le zinc va libérer par oxydation 2 électrons. Chaque atome va donner 2 électrons et un cation Zn2+. Alors, les électrons vont circuler dans le fil métallique pour atteindre le disque de cuivre.
On va générer ainsi un courant électrique, c'est-à-dire que les électrons se déplacent du pôle négatif au pôle positif. Les électrons, lorsqu'ils vont arriver à la plaque de cuivre, ne peuvent pas être incorporés aux atomes de cuivre. La réaction en fait avec le cuivre est quasi inexistante. Les électrons vont alors réagir avec la solution, avec l'eau, selon la réaction de réduction. Il va y avoir production de dihydrogène, H2, et des anions hydroxyde, HO-. Des petites bulles d'hydrogène gazeux vont alors se former sur la cathode de cuivre lorsque la pile de Volta va générer du courant électrique. On peut se poser la question à quoi sert la solution. L'électrolyte sert en fait à fermer le circuit électrique, c'est-à-dire à permettre au courant électrique de rejoindre, après circulation, son lieu de production. Il y a donc simultanément un courant d'électrons dans le fil électrique et un courant ionique compensatoire dans la solution. C'est même une double migration d'ions positifs et négatifs dans l'électronique qui va assurer la fermeture du circuit électrique. Les ions Na+ et Sn- présents n'interviennent pas dans la réaction d'oxydoréduction à proprement parler, mais ils favorisent le passage du courant ionique de la pile. En fait, ils assurent la neutralité électrique de la solution. Alors au final, il y a bien une réaction d'oxydoréduction avec apparition d'une différence de potentiel. C'est un concept nouveau pour l'époque, Volta ne pouvait pas l'expliquer. On sait de nos jours, pour déterminer la tension qu'une pile peut fournir dans les conditions standards, il suffit de soustraire les potentiels standards de réduction des deux couples dans la réduction d'oxydoréduction. Alors les potentiels standards des couples sont des valeurs que l'on peut consulter désormais dans les tableaux périodiques. Cette valeur ΔE peut être assimilée à la force électromotrice de l'élément de la pile. Alors pour la cathode de cuivre, le potentiel de la réaction de réduction est fixé arbitrairement à 0 volts puisqu'il s'agit de l'électrode standard de l'hydrogène. Pour l'anode de zinc, le potentiel standard de la réaction d'oxydation est de moins 0,67 volts. Donc la force électromotrice standard E0 de l'élément zinc-cuivre peut donc être calculée de la façon suivante. Chaque élément va générer une tension électrique d'environ 0,7 volts. Mais Volta va encore plus loin. Il va trouver un moyen d'augmenter cette force électromotrice grâce à un empilement. Ici, 15 éléments. On ajoute les tensions lorsque les piles sont mises en série. Alors vous comprenez d'où vient le nom de pile, ça vient de l'empilement. Il obtient ainsi une pile d'environ une dizaine de volts. Vous voyez ici comment l'énergie chimique venant d'une réaction d'oxydoréduction s'est transformée en une nouvelle énergie électrique que l'on qualifiait à l'époque d'artificielle. C'est une pile. Les deux réactifs disparaissent progressivement au cours du temps de la réaction d'oxydoréduction, tandis que les deux produits formés apparaissent. Alors il y a un inconvénient, l'avancement de la réaction va se ralentir au cours du temps. Par conséquent, la tension électrique va diminuer, de même que le courant électrique. Lorsque les deux réactifs seront épuisés, la tension deviendra nulle. Contrairement à une batterie, on ne peut pas recharger non plus une pile, il faut changer ses constituants. Mais la pile va apporter un électrochoc en science. Jusqu'alors, avec la tribologie et l'électrostatique, les phénomènes électriques étaient uniquement des phénomènes impulsionnels, discontinus, bref, souvent bruyants et violents, liés à la décharge des capacités. Ça va être tout l'inverse avec la pile de Volta. On découvre ici une source d'énergie qui peut fournir, certes, une faible différence de potentiel, mais un courant électrique qui est élevé, continu et permanent. Et la technique de réalisation de la pile était très simple, à la portée de n'importe quel expérimentateur. Du coup, la pile électrochimique de Volta va être à l'origine d'une cascade de découvertes dans les 30 années qui ont suivi. Des découvertes qui auraient été impossibles sans cette source d'énergie artificielle. Dès 1802, l'anglais Humphrey Davy a utilisé la pile de Volta et a découvert l'électrolyse de l'eau.
En faisant traverser l'eau par un courant électrique, il a réussi à décomposer l'eau en ses éléments constituants, l'hydrogène et l'oxygène. C'est avec une pile de 3000 éléments par électrolyse qu'on va découvrir de la même manière les éléments chimiques comme le sodium et le potassium à partir de la soude et la potasse. L'année suivante, ce sera le magnésium, le strontium, le calcium. Vous voyez, c'est le début de l'électrochimie. En 1820, le Danois Ørsted observe la déviation de la boussole par un courant électrique. Même année, le Français André Ampère découvre la présence de courant électrique dans les aimants. Les Français Biot et Savart établissent la loi de la force entre un courant et un champ magnétique. 1821, l'Anglais Michael Faraday va introduire le premier moteur électrique qui sera à l'origine de la révolution industrielle. On entre dans l'âge de l'électricité. 1823, l'Allemand Johann Zweiger va inventer un instrument pour mesurer des très petits courants, le galvanomètre. Vous voyez ici que galvanise a laissé ici sa trace. 1827, et c'est le concept de la résistance électrique, la loi d'Ohm, et c'est ce que nous verrons dans la vidéo suivante. De nos jours, c'est environ 7 milliards de piles qui sont produites chaque année sur Terre. Une pile par humain. Alors Volta a ainsi découvert la différence de potentiel, et cette notion va être cruciale pour comprendre le comportement électrique des tissus biologiques. Y a-t-il un courant électrique qui circule dans les nerfs? Volta avait-il totalement raison et Galvani avait-il tort? Il faudra attendre 1930 pour que deux biophysiciens puissent mesurer les variations de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur d'une cellule. Alors, on dispose à l'époque de microélectrodes dont la taille de l'embout ne fait que 1 micron. Alors, il fallait des grosses cellules. Ils ont pensé aux calamars géants qui ont des neurones forcément géants. Ce sont des cellules qui peuvent atteindre le centimètre. Et ils ont manipulé sous microscope optique. La cellule de calamar est alors placée dans l'eau de mer. Au départ, lorsque les deux microélectrodes sont dans le milieu extracellulaire, il n'y a pas de différence de potentiel sur le voltmètre. Mais dès que l'on introduit des microélectrodes, une des microélectrodes à l'intérieur de la cellule, le voltmètre mesure alors une différence de potentiel V extérieur moins V intérieur qui fait moins 60 mV. Il n'y a pas d'arc bimétallique ici, pas de frottement non plus. Alors d'où vient cette différence de potentiel? Ils ont répété l'expérience sur des cellules musculaires humaines. Ils ont trouvé une variation de potentiel de moins 70 mV. Alors sur des axones humains qui comportent une couche de myéline autour de la cellule, il mesure moins 80 mV. Il semble bien que la membrane des cellules a un rôle crucial à jouer. C'est ce que nous allons expliquer par la suite de ce cours. Alors une dernière observation qui va plaire aux amateurs de zombies, un peu moins aux végétariens, alors âme sensible, s'abstenir. Comment expliquez-vous qu'un calamar mort dans l'assiette, la tête coupée, se met à bouger juste en rajoutant une sauce soja? Je vous aide un peu en rajoutant du sel, des ions sodium. L'électricité ne provient donc pas du cerveau, mais la contraction musculaire semble très sensible aux ions de l'environnement. C'est ce que nous allons voir dans les vidéos suivantes. Voilà, nous avons vu dans cette vidéo brièvement que deux types d'électricité viennent s'ajouter à la triboélectricité de frottement. Il y a l'électricité d'origine chimique qui a donné la naissance à tout l'âge électrique, la pile, le moteur, la lumière artificielle, et puis une électricité étrange, l'électricité d'origine biologique, où l'on ne mesure pas de courant électrique à proprement parler, mais par contre on observe des variations cinétiques et locales des différences de potentiel. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.